Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Windsor, le patron de l'APCA. Monsieur Windsor, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de quelques sujets avec vous. Le premier, bien sûr, c'est le plan de relance transition agricole, alimentation et forêt. En quelques mots, ce plan correspond-il à vos espérances? Alors, oui, d'abord, il correspond à nos espérances en termes de budget, puisque quand même, se voir allouer 1 milliard pour l'agriculture, c'est un exercice et c'est voilà quelque chose qui est quand même assez satisfaisant dans un plan de relance. On n'a pas été oublié, on est présent sur beaucoup de sujets et avec un budget conséquent. Ensuite, l'autre point sur lequel je suis plutôt satisfait en découvrant ce plan de relance, c'est la proximité entre ce plan de relance et ce que nous on avait pu écrire. On avait écrit deux petits documents, comment relancer l'agriculture à court terme et un autre comment relancer l'agriculture à moyen terme avec des actions, voilà. On en retrouve bon nombre là-dedans et vous allez voir si on décline un peu ces actions, elles sont d'ailleurs très proches des actions qui sont dans le projet stratégique des chambres d'agriculture et des actions sur lesquelles les chambres sont en train de s'engager pour accompagner les agriculteurs. Et donc à un moment, on voit bien qu'on va avoir un alignement de planète entre une politique publique, une volonté d'accompagner par les organisations agricoles, et que c'est bien cet alignement de planète qui va permettre un peu de résonance. Quand nous, on va vouloir accompagner sur le bilan carbone, par exemple, des exploitations agricoles, en allant voir les agriculteurs, en faisant un diagnostic chez eux, avec ce diagnostic, en essayant d'améliorer leurs pratiques, de sortir des pistes d'amélioration de ces pratiques, et puis derrière, 2 ans ou 3 ans après, d'avoir mesuré les progrès et d'essayer de vendre des crédits carbone. Mais quand on voit que le ministère, dans le plan de relance, écrit, on va offrir ce diagnostic et quelque part ces éléments sur les pistes de progrès à des jeunes, ça ne peut que nous aider et ça va permettre de dynamiser la démarche qu'on a entreprise. Est-ce que, par exemple, cet exemple du bilan carbone est certes intéressant, effectivement, s'inscrit dans une vraie logique aussi, bien sûr. Est-ce que c'est le meilleur exemple qui soit de l'attente des agriculteurs aujourd'hui? N'y a-t-il pas d'autres attentes peut-être un petit peu plus pragmatiques, concrètes par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent? Alors, je pense que celle-là, elle est quand même assez pragmatique parce que la première difficulté qu'ils rencontrent, c'est quand même le sujet du changement climatique. Et donc, quelque part, le bilan carbone, c'est aussi montrer notre efficacité pour lutter contre le changement climatique. Mais oui, j'entends, c'est plutôt une micro-mesure ou une petite mesure ben voilà, mais qui va remettre les agriculteurs en mode projet, qui va aider les agriculteurs à avoir à nouveau des projets quand ils sont face aux difficultés et à faire qu'ils sont pas en train de sombrer face aux difficultés, que ce plan de relance n'est pas juste un plan pour amener de l'argent pour pallier une difficulté conjoncturelle, mais qui va essayer de régler les problèmes structurels. Mais oui, vous avez raison, on a quelques actions qui pèsent beaucoup plus que ça. On a 2 actions sur l'accompagnement de l'investissement dans les élevages autour du bien-être, par exemple, et autour des pratiques d'élevage. On a la même chose autour du sujet de l'accompagnement de l'aide à l'investissement sur les transitions qui sont nécessaires chez les agriculteurs. On avait clairement inscrit ça au cœur de notre projet stratégique en disant on veut pouvoir offrir à chaque agriculteur quelque part un diagnostic un peu stratégique sur les changements et les projets qu'il peut amener sur son exploitation. Si les investissements qui seront nécessaires à ces projets sont financés, ça donnera un vrai élément pour aller plus loin. Et on le voit bien dans les zones à faible potentiel et qui ont beaucoup souffert ces 4 dernières années. Il faut que les agriculteurs puissent porter des projets nouveaux. Nous, on peut les accompagner, mais ils n'ont plus les moyens d'investir. Donc ce plan de relance, il arrive au bon moment pour, en dehors de l'accompagnement qu'on peut faire, les aider à investir et les aider à retrouver un peu de couleur et à retrouver des projets qui peuvent justement les sortir un peu de l'ornière sur leur exploitation. Donc oui, il y a cette conjonction et il faut pas oublier qu'on doit sortir des projets qui doivent améliorer peut-être la situation environnementale, mais aussi la situation économique des exploitations. Et c'est là que le bilan carbone avait un intérêt, c'est qu'on peut imaginer quand même demain, et j'espère dans un avenir assez proche, de valoriser de façon pécuniaire le progrès que vont faire les agriculteurs et de faire en sorte qu'un Air France, il achète pas la compensation carbone au Brésil, mais bien chez les agriculteurs en France. Monsieur Windsor, le rôle des chambres d'agriculture dans ce plan de relance, est-ce qu'il est inscrit, défini, appuyé? Que dire là-dessus?
Alors, d'abord, on a eu plusieurs rencontres avec le ministre et son cabinet, justement pour dire et caler avec eux quel est le rôle des chambres d'agriculture. Alors, il n'est pas inscrit dans le marbre aujourd'hui, mais très clairement, on sera là pour accompagner, je l'ai dit, accompagner les sujets sur le bilan carbone, accompagner les investissements, parce que vous pouvez acheter le meilleur matériel du monde. Il y a un moment, il faudra être formé pour l'utiliser. Utiliser une bineuse, utiliser une essimeuse, c'est pas si simple que ça. Il faudra qu'on sache accompagner pour que ces investissements soient rentabilisés. Sur l'élevage, on est le premier accompagnateur de dessins de bâtiments, par exemple, et de dépôts de permis de construire. Si on prend d'autres exemples, il y a des choses sur la relocalisation de filières stratégiques. On a inscrit dans notre projet stratégique d'aller accompagner tous les ans la création de 2 nouvelles filières dans chaque département, soit 1000 d'ici 2025. Ça aussi, voilà, on peut financer les filières s'il n'y a pas quelqu'un qui fait un peu ce travail d'animation pour aller, j'allais dire quelque part, générer les projets, il se passera pas grand-chose. Même chose sur l'agriculture biologique. Il y a un projet de développement de l'agriculture biologique. On a pris l'engagement d'accompagner 40 000 agriculteurs dans leur démarche d'agriculture biologique d'ici 2025. C'est le cas sur pratiquement chacune des mesures, y compris des mesures qui sont un peu plus indirectes. Par exemple, il y a un gros volet sur la réalisation de projets alimentaires territoriaux par les EPCI et du financement de ces projets alimentaires territoriaux. On pense que c'est une très bonne chose parce que cette relocalisation de l'alimentation, elle va créer de la valeur, elle va redonner du sens à notre métier et elle va refaire du lien avec le citoyen un peu intéressant. Et puis, je l'espère, elle générera quand même un peu de plus-value dans les exploitations concernées. On sera très clairement présent pour accompagner les collectivités. Je pense que les collectivités locales, elles connaissent en général à peu près l'agriculture de leur secteur, mais elles savent pas où sont les exploitations, elles savent pas quels sont les projets qui peuvent être portés sur les exploitations, elles connaissent pas bien l'économie des exploitations, et donc on s'est engagé à aller rencontrer l'ensemble des EPCI, des communautés de communes dans les 2 ans à venir, pour leur proposer de les accompagner sur les projets alimentaires territoriaux. Et vraiment dans le but de le faire pour permettre des projets intéressants pour l'agriculture. On voit clairement que vous êtes investi pour accompagner l'ensemble du système économique autour de l'agriculture. On sait que vous avez des soucis de moyens, un peu, vous l'avez régulièrement évoqué. Le projet est d'autant plus grand, effectivement, qu'il y a, et vous l'avez bien détaillé, beaucoup de choses à faire. Vous pensez que vous aurez les moyens de faire ce que vous souhaitez, ce que vous devez faire? Alors, les chambres d'agriculture, elles sont aujourd'hui inscrites dans un projet stratégique, y compris avec des sujets sur l'amélioration de notre efficience, de notre efficacité et la redirection de nos moyens sur ces priorités-là. Donc en fait, on ne demande pas de moyens supplémentaires hein, et on n'est pas dans le plan de relance à aller chercher des moyens. On veut le faire en s'appuyant sur nos moyens, mais le petit élément en parallèle de ça, c'est on dit on va se débrouiller avec les moyens qu'on a, mais pour le coup, on demande à l'État de ne pas aller en même temps couper les moyens qu'on a. Et ce serait très surprenant comme démarche et en tout cas totalement incompréhensible pour nous de mettre 1 milliard sur un plan de relance et de couper 10 millions sur le financement des établissements qui sont les chambres d'agriculture qui seront un des vecteurs pour s'assurer du bon déroulement et de l'accompagnement de ce plan de relance et de l'efficacité de ce plan de relance. Et en tout cas, on comprendrait pas ça très bien. Le ministre nous soutient plutôt dans cette position. Il nous défend sur cet aspect-là, mais vous savez ce que c'est. Voilà, on peut voir arriver côté Bercy un peu de volonté de dire il faut que les chambres se restructurent. On n'est pas les chambres de commerce. On a un vrai volet que non pas les chambres d'autres chambres consulaires autour de l'accompagnement en direct des agriculteurs. Il y a un plan de relance. Je pense qu'il y a plus de besoins que jamais sur l'accompagnement des agriculteurs autour de transition pour leur redonner, notamment dans les zones à faible potentiel, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi chez les éleveurs, un peu de projets, un peu de couleur économique, un peu de capacité à retrouver du revenu en améliorant leur performance environnementale. Et bien, pour faire ça, ce serait très surprenant qu'au moment où on a le plus besoin de ça, on vienne couper 10 millions dans le budget des chambres. Et ça n'apporterait pas grand-chose, puisqu'en plus, ça pèse pas sur la dette de l'État, c'est bien de l'argent qui est payé directement par les agriculteurs pour financer leur accompagnement.
C'est clair, on a bien entendu le message et on espère effectivement qu'il sera entendu. Dernière chose, on va parler un peu des citoyens, des consommateurs, et puis il y a quelque chose que vous essayez aussi de promouvoir hein, à tous les niveaux, c'est l'étiquetage de produits français, le Made in France à tous les niveaux, hein, dans l'agroalimentaire, dans la distribution directe. Ça aussi, on le rappelle, c'est important. Et je crois que la tragique expérience Covid a montré que les Français étaient aussi sensibles à ça et ont redécouvert peut-être un petit peu plus leurs agriculteurs, l'agriculture. Ça aussi, l'idée, vous avez envie de promouvoir justement cet étiquetage français, de favoriser aussi, je crois, de modifier la commande publique pour favoriser positivement l'achat de ces produits-là, c'est ça? Absolument. Le bénéfice de la crise Covid, pour nous, a été la perception que, en fait, l'agriculture, c'est pas que des gens qui utilisent des produits phytosanitaires ou qui font de la poussière l'été quand ils font la récolte. C'est quand même des gens qui amènent l'alimentation, qui produisent l'alimentation au quotidien et qui quand même produisent en France une alimentation vraiment de qualité. On a retrouvé ce lien à l'alimentation. Les gens sont venus faire leurs achats parce qu'ils trouvaient plus les produits en direct chez les agriculteurs. On a fourni la grande distribution un peu plus que d'habitude. Donc voilà, on a répondu présent et ça a été reconnu par nos concitoyens. Donc on essaye de garder ce lien-là, d'abord pour recréer ce lien, et puis ensuite pour essayer aussi qu'ils consentent à de temps en temps mettre le bon prix dans leurs produits et dans leurs achats et faire des choix un peu raisonnés. Mais pour ça, pour que le consommateur il puisse faire un choix raisonné, encore faut-il que l'étiquetage soit bien fait et lui permette de faire ce choix raisonné. Et j'ai pas de problème avec le Nutri-Score, mais afficher un Nutri-Score et pas afficher dans une volaille à la crème ou dans un bœuf bourguignon l'origine de la volaille, savoir si elle a été produite en France ou si elle est importée du Brésil, ou si le bœuf il vient de Pologne ou de Roumanie ou s'il vient de France, je trouve que ce serait quand même plus important que d'afficher le Nutri-Score, où au moins il y a la place pour les deux. Et donc on se bat pour avoir des règles qui permettent d'afficher l'origine des produits. Et ça, aussi bien sur les plats en grande distribution que dans la restauration hors domicile, quand vous allez au restaurant d'entreprise ou la cantine des enfants. Et ça marche. Hein. Je vous défie de trouver un poulet brésilien dans un rayon de supermarché, parce que comme c'est écrit dessus, le consommateur, il achète du poulet français. Par contre, je peux vous dire que quand vous êtes dans le restaurant d'entreprise ou dans la restauration scolaire, on est à 70%, tenez-vous bien, 70% de poulets qui sont des poulets d'importation. Juste parce que c'est jamais mentionné nulle part. Donc on se bat pour qu'il y ait ces règles d'étiquetage. Le deuxième point qui est majeur pour moi, c'est les règles d'appel d'offres européennes. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit, quand vous faites un appel d'offres, d'avoir un critère sur l'origine du produit. Vous pouvez pas dire je veux privilégier des produits qui sont faits à moins de 100 km de chez moi, c'est interdit par la législation européenne. Et dans le même temps, l'Europe, elle nous demande de faire une politique qu'ils appellent farm to fork, de la ferme à la fourchette. Comment vous voulez développer une politique incitant à acheter des produits en lien direct avec la ferme quand vous interdisez dans les appels d'offres publics ce simple critère d'origine du produit. Et il ne s'agit pas de l'acheter que sur ce critère-là, mais on peut même pas mentionner ce critère-là dans un appel d'offres public. Donc on a besoin de faire bouger la législation européenne. Absolument. Tous les chefs d'État ont dit qu'il faut retrouver de la souveraineté. Ils disent qu'il faut retrouver de la souveraineté, mais dans le même temps, on n'ouvre pas la possibilité d'avoir un critère sur l'origine du produit. Comment vous voulez retrouver de la souveraineté si quand vous faites une commande publique, vous pouvez pas dire je veux un produit français ou européen? Toute dernière chose, ce sera la dernière question. Dans les clés de l'agriculture, on interviewe souvent des jeunes agriculteurs, de jeunes agricultrices aussi, qui s'installent avec parfois le soutien des chambres d'agriculture, bien évidemment. Ça fait plaisir aussi, franchement, je le dis, d'avoir des jeunes qui reprennent l'exploitation du papa, de la maman, de voir d'autres qui s'associent, qui se lancent. Ça aussi, ce serait peut-être bien de le promouvoir davantage parce que c'est aussi une réalité. Des jeunes ont envie de se lancer, ont envie de prendre et de reprendre des exploitations. Ça existe en France. Alors, ça existe. Je vous remercie de le mettre en avant. Je suis d'ailleurs assez content, c'était très présent dans le discours du ministre sur son plan de relance, et c'est un des axes de son plan de relance. Il y a deux points qui sont dans son plan de relance intéressants pour ça. Il y a le premier qui est un volet de communication sur les métiers de l'agriculture.
On a besoin de jeunes qui s'installent. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'installent. Ça a été mon cas à un moment. C'est une aventure extraordinaire. Qu'ils soient d'origine agricole et reprennent l'exploitation familiale ou qui viennent de l'extérieur, c'est aussi une très belle aventure. Donc c'est vraiment un sujet majeur et j'étais content que le ministre en parle. Et du coup, il fait le choix de mettre 10 millions, je crois, sur une campagne de communication sur les métiers de l'agriculture, ce qui pourra attirer des jeunes à avoir cette vocation de s'installer, ce qui attirera aussi des jeunes pour travailler comme salariés sur les exploitations agricoles dont on a besoin aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas un métier ingrat, c'est un métier plein de passion. J'ai des salariés qui sont sur mon exploitation, des vrais passionnés qui aiment leur métier et on a besoin de ça. Et puis le deuxième point, c'est pour assurer la relève et la souveraineté alimentaire. Nous, on s'engage à aller rencontrer les 160 000 agriculteurs parce que c'est quasiment un agriculteur sur 2 qui va prendre sa retraite dans les 10 ans à venir. Donc nous, on s'engage à aller rencontrer les chambres pour aller préparer l'installation d'un nouvel agriculteur et faire en sorte que ces fermes, elles permettent d'installer un nouvel agriculteur. Et dans le plan de relance, il y aura un peu de moyens aussi, si j'ai bien compris, pour permettre d'accompagner ces jeunes dans leur installation avec des garanties, avec un certain nombre d'aides à l'investissement. Donc, je suis vraiment content de ça. Et quelque part, quand on parle de souveraineté alimentaire, le premier axe de la souveraineté alimentaire, c'est de s'assurer qu'il y a des jeunes qui continuent à s'installer en agriculture et qui ont plein de projets et de la dynamique. Et c'est ça qui fera vivre notre métier, donc j'en suis très très content. Monsieur Windsor, merci beaucoup. On l'a compris, vous avez du travail et toutes les équipes des chambres d'agriculture partout en France ont beaucoup de travail sur les mois et les années qui suivent. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.